Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge, en partenariat avec la Tomcat Factory où nous trouvons aujourd'hui. Nous continuons à réfléchir sur le travail de demain, Future of Work en bon français. C'est le thème de ces tables rondes, de cette série de tables rondes que vous regardez, j'espère, avec plaisir. Alors, j'ai autour de moi des représentants et représentantes des très grandes écoles françaises, HEC, Polytechnique, Dauphine, l'ESSEC. On va réfléchir ensemble sur, d'abord, qu'est-ce que vous faites dans ces établissements qui sont tous devenus, on ne sait plus très bien si c'est encore des écoles, c'est aussi des incubateurs, des start-up studios, des coachs, des fonds d'investissement même parfois. Donc, quel est votre rôle? Comment est organisée l'innovation dans ces structures? Et comment on prépare les entrepreneurs de demain? Est-ce qu'on y arrive? Ça, on verra ça avec Bruno, qui est un start-upper, qui est un locataire ici de la Tomcat Factory. Exactement. Et qui sort d'une de ces écoles et qui nous racontera un peu, lui, comme son expérience et comment il aimerait, dans un monde idéal, que ça soit. Alors, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Inge, vous êtes à HEC. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ah oui, donc Inge Kerklo-de-Vif, je dirige le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat d'HEC Paris. Très bien. Camille? Oui, bonjour. Je suis responsable du programme alumni de l'incubateur Paris-Dauphine. Bonjour, Bruno Martineau. Donc, je suis responsable des enseignements de l'entrepreneuriat à l'École Polytechnique et co-directeur d'un programme commun avec HEC qu'on a créé il y a 2 ans. Et à l'ESSEC? Nicolas Landrin, je dirige le Centre Entrepreneuriat et Innovation qui coordonne l'ensemble des activités sur ces deux sujets. Très bien. Donc, vous voyez qu'on est tous, vraiment, on est dans l'entrepreneuriat, la formation des entrepreneurs de demain. Bruno, un mot peut-être quand même sur, vous êtes un start-upper, un tout petit mot, faites-nous une toute petite page de pub, allez, 20 secondes sur votre start-up. Super, merci, c'est suffisant. Donc moi, Bruno Mendes da Silva, j'ai 30 ans, je suis le fondateur et le CEO d'une start-up qui s'appelle X Technologies dans le domaine des véhicules autonomes et nous, notre mission, c'est d'essayer d'accompagner cette industrie à passer de la R&D à la production. Donc voilà, avoir des voitures autonomes plus dans pas très longtemps. Et comment est-ce que vous avez été formé à l'entrepreneuriat? Alors racontez-nous. Alors les 2 écoles, donc l'école traditionnelle, donc moi j'ai fait l'ESSEC et l'école de la vie. C'est-à-dire que mes premiers projets, je les ai créés quand j'étais étudiant. Notamment quand j'étais en échange en Chine, j'ai essayé de lancer un projet à ce moment-là et en fait je pense que la meilleure école encore aujourd'hui, c'est l'expérience, c'est de faire. Juste un mot, vous n'êtes pas tout seul, j'imagine, pour votre start-up. Quel est le profil des autres? Parce que ça a l'air hyper compliqué, là, ce que vous faites. Vous avez des ingénieurs autour de vous? Exactement. Donc moi, j'ai 2 cofondateurs qui sont super. Alors le premier s'appelle Étienne Boutan. Lui, il était en banque privée à Monaco, donc rien à voir avec les voitures autonomes. Mais il a fait ses études à San Francisco. Il a trouvé l'argent. Voilà, exactement. Lui, c'est celui qui trouve l'argent. Et celui qui chapeaute la techno, c'est Arnaud de Lafortelle. Donc il a fait l'X, justement, et il est directeur du centre de robotique de l'Université des Mines. Et donc une grande école d'ingénieurs. Et c'est lui qui amène une grande partie des connaissances qu'on utilise aujourd'hui pour développer notre technologie. Voilà, alors d'après votre témoignage, on voit déjà l'importance que peut avoir une alliance entre, on va dire, commercial, enfin école de commerce, on ne dit plus comme ça, management et ingénieur. Peut-être nous rappeler un peu comment ça se passe sur vos campus, sur ces ponts qu'il peut y avoir entre les différents profils, on va dire plus tech et plus management. Alors, effectivement, Alix, comment ça se passe? Alors, la création du programme commun avec HEC est une sorte de vivant témoignage un petit peu
des principes vers lesquels on essaie d'évoluer. Créer une start-up, c'est vraiment un exercice pluridisciplinaire dans lequel la diversité des points de vue, la pluralité culturelle des fondateurs est absolument fondamentale. Donc, l'un des principes fondateurs quand on se lance dans une start-up, c'est précisément de ne pas trop territorialiser les compétences, c'est-à-dire de faire que tout le monde puisse acquérir un regard à 360 degrés sur le projet, parce que c'est fondamentalement un exercice exploratoire au début dans lequel on ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc le principe sous-jacent, c'est que chacun accepte de sortir de sa zone de confort. Donc l'ingénieur rentre dans des questions de stratégie, de leadership, de négociation, et que le non-ingénieur comprenne aussi les fondamentaux éventuellement techniques ou technologiques du projet, de manière à pouvoir se faire sa propre opinion, que chacun puisse débattre dans cette friction créative qui est absolument fondamentale au début. Il faut qu'il y ait du désaccord, du débat. Donc c'est un petit peu ce que l'on essaie de créer et ce qu'a matérialisé en fait le programme commun XHEC, où là on place vraiment les étudiants dans cet environnement pluridisciplinaire où les HEC suivent des cours de sciences pour s'acculturer à l'IA, à la robotique, à blockchain, et bien sûr où les ingénieurs essaient d'acquérir un petit peu les fondamentaux de l'exercice. Alors j'espère que vous pensez exactement pareil à HEC, c'est formidable. C'est formidable, on pense exactement pareil. Comment est-ce que vous voyez, vous, évoluer cette alliance entre ingénieurs et managers, enfin ce mix qu'il faut faire pour que chacun ne soit pas trop juste sur son territoire? Je pense que Bruno l'a très bien décrit, et je pense que cette façon de les mettre dans la même salle, dans les mêmes cours, de les confronter aussi, ça porte vraiment ses fruits. Et puis après, il faut voir comment ça continue, parce que la formation, j'ai beaucoup aimé, Bruno, la formation à l'école et de la vie. Donc c'est aussi de les accompagner au-delà de la salle de cours, avec les incubateurs, avec les accélérateurs. Et puis, on pense aussi qu'il faut prendre un peu de recul de temps en temps sur toutes ces tendances nouvelles. On fait de la recherche sur ce sujet pour essayer de créer aussi la formation de demain. Donc, c'est une belle expérience et je pense qu'il commence vraiment à porter ses fruits parce qu'on voit souvent les entreprises et les startups qui sont une mixité des compétences. On va y revenir. Je voulais savoir, Bruno, vous, à l'ESSEC, vous étiez frotté un peu à des ingénieurs ou pas du tout Pas du tout. Moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que quand j'ai monté ma première entreprise, donc j'étais encore étudiant. Donc quand je suis revenu d'un échange académique que j'ai fait en Chine, j'ai demandé à la direction de l'école si je pouvais avoir un aménagement des cours pour pouvoir en même temps monter ma boîte et finir mes études. Et donc moi, j'ai pas eu dans ma première start-up la problématique de me confronter à un ingénieur parce que c'était une boîte de service, donc on n'avait pas forcément cette problématique-là. Mais c'est super aujourd'hui qu'il y ait justement des doubles diplômes, programmes qui permettent justement de faire en sorte que les deux mondes se croisent parce que pendant longtemps, je pense, ils se croisaient pas du tout. Et les ingénieurs essayaient de monter des boîtes en se disant qu'on est les meilleurs, on a tout compris. Et les subdeco, les management, comme vous voulez les appeler, ils montaient des boîtes en se disant nous, si on prend des ingénieurs, c'est juste pour qu'ils travaillent dans un coin et ils vont nous livrer une techno, on veut pas entendre parler d'eux. Donc c'est bien aujourd'hui qu'on ait un peu brisé la glace et que ces deux types de profils puissent discuter de manière, on va dire, égale et se complémenter. Franchement, c'est important. Je voulais savoir, Nicolas, alors d'une façon un peu plus générale, donc on a cet écosystème qui s'est mis en place, donc on va dire que c'est plutôt un succès, ça ne date pas d'hier, cet écosystème, cette Startup Nation, comme aime le dire notre actuel président de la République, qui avait beaucoup œuvré à ça quand il était à Bercy. Est-ce que vous considérez que ça fonctionne bien, cette Startup Nation, et notamment avec les grandes écoles qui ont quand même un rôle clé dans le dispositif? C'est une bonne question. Quand vous voyez, je ne sais pas quelles sont les statistiques à l'ESSEC sur le nombre de... un regard d'investisseur, puisqu'avant de rejoindre l'ESSEC, il y a 18 mois, j'étais investisseur dans Capital Risque pendant près de 2 décennies. J'ai financé une centaine de startups en France, en Europe et en Amérique du Nord. Je pense qu'il y a eu un progrès absolument considérable dans l'ensemble de nos institutions depuis
5-6 ans, avec un très fort effet d'accélération qui se traduit pour moi par deux choses. La première, c'est qu'on a énormément d'étudiants pour lesquels l'envie est de créer et d'avoir de l'impact, alors que ce soit de l'impact dans une entreprise existante ou en créant sa propre entreprise, en étant un cofondateur ou rejoignant une entreprise existante. Et puis, les grandes écoles ont fait des progrès considérables en quelques années pour renforcer les cours et mettre en place tout un écosystème. Où est-ce qu'on en est? Je pense qu'on a fait énormément de progrès, mais on en est encore au début du chemin si on veut vraiment impacter à grande échelle l'ensemble des industries sur lesquelles vont s'exercer ces startups et si on va avoir un volume suffisant pour vraiment impacter l'économie française dans les années qui viennent. Mais je pense que les décisions qui ont été prises, la volonté des écoles est là et on assiste vraiment à une accélération de ce phénomène qui va être extrêmement bénéfique pour le pays. Alors, deux mots sur comment ça se passe à Dauphine. Est-ce qu'il y a beaucoup de startups? Comment c'est structuré, justement, la Startup Nation Dauphine? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, je rejoins beaucoup ce que dit Nicolas. Je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui se font en entrepreneuriat dans les grandes écoles, dans les grandes universités. Et nous, à Dauphine, on a la chance d'avoir notre propre incubateur, donc ça, c'est super. Depuis quand il y a un incubateur à Dauphine? Depuis 2012. D'accord. Voilà, donc depuis un peu moins de 10 ans. Et il y a aussi beaucoup de masters en entrepreneuriat. À Dauphine, par exemple, il y a un parcours qui s'appelle le parcours talent. Le parcours talent, sportif, musicien, entrepreneur, qui permet de faire sa licence en 4 ans au lieu de 3. Donc c'est vraiment super parce qu'on permet aux étudiants de se lancer dans leur projet entrepreneurial en adaptant leur planning. Donc voilà, et effectivement, à l'incubateur, nous, on insiste vraiment sur la brique sensibilisation, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui, aujourd'hui, s'intéressent à l'entrepreneuriat, s'intéressent au monde des startups, mais qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc, effectivement, on fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences sur l'entrepreneuriat pour montrer ce qui existe et pour les inciter un petit peu à entreprendre. Alors, c'est qui les grands héros de la Startup Nation qui ont fait Dauphine? Il y en a beaucoup. Un ou deux noms. Oh, il y en a beaucoup. On en connaît, c'est vrai. Bon, on sait qu'il y a des grandes écoles. Vous êtes à mi-chemin entre. C'est toujours un drôle d'animal, Dauphine. Donc, on a envie de savoir qui sont à mi-chemin entre l'université et les grandes écoles. Oui. Qui sont les on va dire, les entrepreneurs stars dauphinois. Il y en a effectivement beaucoup. Je pense au sein de notre programme étudiant Madbox, qui est un studio de production de jeux vidéo et qui aujourd'hui ont des millions. Qui a été incubé à Dauphine. Qui a été incubé au sein de notre programme étudiant. Et qui aujourd'hui a des millions d'utilisateurs. En 2019, ils ont levé 15 millions, donc c'est un peu notre top star du programme étudiant. Mais il y a aussi beaucoup de startups qui sont passées au sein de notre programme alumni, comme Click and Boat, les cidres Happy, DigiFood, il y en a plein. Okay, je pourrais vous en dire super. Beaucoup. Alors, donc tout va bien. La glace a été rompue entre les ingénieurs et les commerciaux. L'écosystème a l'air de bien fonctionner, ça s'accélère. Mais vous disiez, on n'en est qu'au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et quelle va être la prochaine étape pour qu'on se mette peut-être au meilleur standard possible pour continuer à avoir cette créativité entrepreneuriale et puis développer les startups, parce qu'il ne s'agit pas juste de les créer, il s'agit ensuite de les développer. Je ne sais pas qui veut se lancer. Ouais, Bruno, peut-être. Je viens démarrer, oui. Pour rebondir effectivement sur ce qu'a évoqué Nicolas, je pense qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. J'étais moi-même entrepreneur avant d'être enseignant, donc j'ai vécu cela. Cela dit, j'ai toujours en tête un livre d'Andy Grove qui s'appelle « Seuls les paranoïaques survivent ». Andy Grove qui était CEO d'Intel pendant des années. Je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit qu'il faut garder quand on évolue dans ces sujets, c'est-à-dire regarder un petit sourire de contentement ce qu'on a fait et surtout se demander ce qu'on n'a pas encore fait. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, toutes les études convergent.
Il y a à peu près 500 licornes dans le monde. Il y en a 50% aux États-Unis, 30% en Asie et 14% en Europe, enfin entre 16 et 14% à partir d'un volume de start-up. C'est-à-dire le flux à l'entrée n'est pas très différent maintenant entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. La conversion de ces promesses en succès n'a pas du tout aujourd'hui le même rendement entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est un peu le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire on a aujourd'hui des entrepreneurs qui sont de bons explorateurs, qui ont l'envie. Il y a un environnement d'accompagnement qui s'est mis en place. Il faut prendre en compte le fait que la vie d'un entrepreneur est une succession de vies différentes, c'est-à-dire l'explorateur du début doit se convertir en bâtisseur, puis ensuite en général conquérant. Et souvent, ce n'est pas forcément la même personne. Donc, soit il arrive à se réinventer, soit il va accompagner les changements de son entreprise. Et mieux prendre ça en compte, peut-être mieux préparer nos entrepreneurs à ce que seront leurs différentes vies tout au long du cycle de développement de leur projet. Je pense que c'est encore une question qui se conjugue au futur. On a engagé un travail avec HEC sur précisément les problématiques de scale-up et comment mieux préparer nos étudiants. Alors, comment vous faites à HEC? Vous avez un programme alors ça fait presque un ringard de dire ça, mais de formation continue des startups, parce qu'on ne va pas devenir une licorne quand on est élève à HEC non plus. Hein. Donc là, on est plus 5 ou 10 ans plus tard. Comment est-ce que je deviens Elon Musk ou Jeff Bezos? Ou Stanislas de Doctolib, c'est un bon début, c'est une licorne. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est au-delà de la formation. Donc, c'est vraiment un process, on rentre chez nous avec l'idée et on peut aller jusqu'à la licorne. Et effectivement, c'est un process un peu tout au long de la vie de la start-up et des personnes. Donc, ça commence avec la formation à l'école, ça commence ensuite par la formation de la vie, c'est-à-dire l'incubateur, vraiment les accompagner sur les projets, les faire grandir. Bruno le disait, ensuite le scale-up. Donc, c'est vraiment tout un process. On appelle ça le Entrepreneurship Pass. Et il n'y a pas d'âge non plus pour commencer. Hein. Il n'y a pas besoin de commencer à 20 ans. On peut aussi très bien commencer en tant qu'alumni à 40 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour cela. Et c'est effectivement tout un process d'accompagnement. Et après, on peut être une licorne. Comme la 14e licorne de France, c'est Miracle qui est sortie très récemment. Donc, j'imagine des anciens d'HEC. Si absolument, voilà. Vous avez bien deviné. Alors chacun a ses héros, vous en avez quand même pas mal à l'ESSEC. Est-ce que les alumni ont un rôle, les anciens ont un rôle dans l'accompagnement, on va dire, les grands anciens qui ont eu beaucoup de succès dans leurs entreprises? Comment est-ce que vous les intégrez justement dans la suite? Comment ça se passe à l'ESSEC? C'est une très bonne question. Et si on comparait différents pays... Alors, donnez-nous quand même un ou deux de vos héros de l'ESSEC, à part Bruno. On a Geoffroy Roux de Bézieux, qui est emblématique. Oui, parmi les plus récents, on a Jonathan Cherki, qui a fondé une boîte extraordinaire qui s'appelle Content Square, qui est dans le UX Licorne Analytics. aussi, oui. Et puis, on a une entreprise, mais je vais peut-être taire le nom, mais qui a été montée par un étudiant de la grande école qui, en 3 ans, est passé de 0 à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a déjà créé 50 emplois. Il n'est pas encore diplômé de l'ESSEC, il a créé 50 étudiant opportunités. Encore. Donc, c'est des exemples, c'est un peu des outliers et des icônes parmi un grand nombre de... Alors, ces gens-là, qu'est-ce que vous leur assignez comme rôle Ce qu'on a mis en place depuis quelque temps, c'est un programme d'entrepreneurs en résidence. Aujourd'hui, on a près d'une vingtaine d'entrepreneurs et d'alumni en résidence, tous expérimentés ou très expérimentés, qui ont déjà vu le film une fois ou deux et qui sont disponibles bénévolement, typiquement quelques demi-journées ici et là, pour accompagner des entrepreneurs plus jeunes et les aider non pas à faire leur place, mais à identifier des problématiques spécifiques et les aider à voir différemment et à lever les obstacles. Et ce transfert d'expérience, comme on peut le retrouver aussi dans un accélérateur comme Tomcat Factory, est absolument essentiel parce qu'on a affaire à des primo-entrepreneurs, alors qu'ils aient 40 ans ou 20 ans, ça ne change pas grand-chose. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à un certain nombre d'étapes clés. Et le fait d'être entouré et bien entouré change absolument tout. Donc c'est là où la solidarité et la proximité entre les alumni et les jeunes étudiants entrepreneurs prend tout son sens. Et c'est une relation qui est dans les deux sens. C'est-à-dire que
les alumni en résidence, les entrepreneurs en résidence qui coachent les plus jeunes apprennent aussi énormément, à la fois parce qu'ils exposent leur propre expérience et leurs propres compétences, et puis ils apprennent aussi de millennials qui pensent différemment, qui consomment différemment, donc c'est vraiment une relation à double sens. Alors, millennial, il est presque millennium. Bruno, est-ce que ça vous sert à quelque chose, le réseau ESSEC ? Alors, le réseau ESSEC, l'ESSEC, c'est quand même une belle marque. Donc, clairement, quand vous faites un... Enfin, il ne va pas dire le contraire. Ouais, exactement. Quand vous faites votre présentation présentation de votre entreprise et que vous citez les noms des écoles, des cofondateurs, c'est toujours bien. Ça rassure les investisseurs, les partenaires, parce que c'est quand même des formations de qualité. Après, moi, le réseau, il m'a servi en tout cas pour faire des connexions avec certains anciens ESSEC qui aujourd'hui soit sont dans des grands groupes qui peuvent potentiellement être clients ou même dans des fonds d'investissement. Mais moi, j'aimerais bien revenir justement sur qu'est-ce qui serait possible et même mieux d'améliorer dans l'écosystème. Je pense que Nicolas a parlé des entrepreneurs, donc ceux qui ont déjà passé le cap de monter leur boîte. Mais moi, j'irais même un peu plus tôt dans les étudiants qui se posent des questions. Je pense qu'il faut faire intervenir beaucoup plus d'entrepreneurs dans les cours pour quelque chose de très simple déjà. C'est les gens qui se posent des questions, peut-être leur renforcer leurs convictions. Ceux qui se disent « moi, je ne vais jamais être entrepreneur », peut-être allumer une petite flamme et aussi expliquer que en fait, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Qu'il y a aussi, ou en tout cas, pas forcément entrepreneur quand on est étudiant, etc., parce que l'entrepreneuriat, c'est très, 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 très dur. Et tout le monde n'a pas, on va dire, encore les anticorps pour pouvoir résister à la dureté de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est peut-être aussi important d'expliquer à certaines personnes qu'il ne faut pas vous prendre la tête. Ce n'est pas parce qu'il y a une espèce d'un côté glamour à être entrepreneur à l'école qu'il faut vous dire qu'il faut absolument que je lance ma boîte. Parce que moi, la dernière fois, j'ai rencontré des étudiants de l'ESSEC. J'étais parti faire une petite intervention. Et il y en a qui m'ont dit j'ai envie d'entreprendre, mais je n'ai pas l'idée. Comment je peux trouver une idée pour faire une entreprise quoi. Donc, je lui dis mais déjà, tu n'es pas obligé... de devenir entrepreneur, tu n'es pas obligé de devenir maintenant entrepreneur et tu peux commencer par une idée simple. On a le droit de se faire embaucher dans un grand cabinet d'audit. Bien sûr. C'est toujours permis. Ouais. Je voulais savoir, Camille, est-ce qu'il y a, je me rappelle, il y a quelques années, on disait, en fait, dans un CV, c'est toujours bien, il faut avoir de l'ONG et de la start-up, même si on s'est planté au bout de 2 ans, ce n'est pas très grave. Est-ce que c'est toujours le cas ou effectivement il faut quand même faire attention, tout le monde n'est pas fait pour ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très intéressant comme remarque. Effectivement, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, peut-être. Oui, effectivement, je rejoins complètement Bruno. Il ne faut pas se dire l'entrepreneuriat, waouh, c'est super, faut absolument faire ça, sinon c'est un peu plan-plan d'aller dans une grande entreprise ou quoi. Je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas entrepreneur. Et nous, c'est vrai qu'à Dauphine, on insiste, encore une fois, je reviens sur cette brique de sensibilisation parce que c'est hyper important. Il y a beaucoup d'étudiants qui toquent à notre porte, qui ne savent pas ce que c'est un incubateur et qui disent « Oh, mais oui moi, j'ai une super idée de projet entrepreneurial, mais je ne sais pas qui sont mes clients, je ne sais pas quel serait mon business model, mes concurrents, ils n'y connaissent rien. » Et c'est super quoi, de pouvoir leur apporter cette petite première brique de connaissances qui peut engendrer, on l'espère, une flamme chez un étudiant, mais ce n'est pas une obligation d'être entrepreneur. Et effectivement, moi, je suis pleine d'admiration pour les étudiants entrepreneurs qui entreprennent en même temps que leurs études, parce que je trouve ça hyper courageux, mais c'est tout aussi bien d'entreprendre quelques années plus tard s'ils le souhaitent. Voilà, il n'y a pas de voie royale ou de... Inge, une petite question sur et on va terminer là-dessus, sur les modèles. Quels sont les modèles absolus? Est-ce que c'est toujours, je ne sais pas, Berkeley? Est-ce que c'est Singapour? En termes de campus formateurs d'entrepreneurs, on va dire. Est-ce qu'il y a des modèles que vous regardez, que vous observez en se disant, tiens, là, il y a des choses effectivement... Bon, on ne va pas parler des milliards de dollars, des fonds de dotation de Harvard, etc., parce que ça, on n'y arrivera pas. Mais est-ce qu'il y a dans la manière de faire des choses qu'on a à apprendre de l'international? Question très intéressante. Je ferai un mouvement de tête
Voilà, je pense qu'on a tous eu l'habitude dans le passé de regarder beaucoup aux États-Unis, ce qu'on appelle Silicon Valley West. Évidemment, et ça continue, il se passe beaucoup de choses là-bas, historiquement aussi, donc c'est grandi, ça a grandi. Maintenant, il faut tourner un peu la tête, je pense. Silicon Valley East est en train de naître. Il se passe énormément de choses en Asie, tout particulièrement en Chine. On parle beaucoup de la Chine aujourd'hui pour d'autres sujets, mais si on regarde plus en détail ce qui se passe en innovation, en technologie, c'est juste incroyable. Donc à Shenzhen, par exemple, il y a effectivement l'Asie du Sud-Est, Singapour. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder, tourner un peu la tête, regarder un peu à l'Est. Évidemment, des endroits comme l'Israël sont toujours très actifs. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça devient beaucoup plus global et il faut laisser un petit peu de côté cette vision historique et regarder un peu Stanford, c'est quand même East. pas mal, hein, si on veut. Et j'ai bien dit que les deux resteront, je pense. Mais juste, il faut compléter. alors, si j'ai la possibilité, je suis étudiant, il y a des échanges formidables, ça va reprendre hein, quand même en présentiel. Quelle est la fac où il faut aller, on va dire, vous êtes dans un domaine concurrentiel international, quelle est la fac qui fait rêver en ce moment? Est-ce qu'il y a un campus incroyable? Vous en avez vu en Chine, des campus qui vous ont fait rêver? Moi, j'étais à Fudan University, qui est une des plus grandes universités de Shanghai. Donc, j'étais à School of Management. C'est une super école. Et on avait fait une table ronde comme ça, où ils avaient réuni des étudiants et ils avaient demandé à des étudiants étrangers de donner en fait leur ressenti sur l'écosystème chinois. Et j'ai trouvé ça très humble de leur part de dire en fait, c'est comment vous nous voyez. Et ça peut peut-être aider des étudiants chinois à se dire voilà, en fait, on ne nous voit pas si mal que ça. Et que si les gens sont là, c'est qu'ils ont aussi envie d'être là. C'est pas obligatoire. Donc c'est intéressant. C'était intéressant leur approche par rapport à ça. Ouais. Le campus, alors? Ouais, si je puis ajouter juste une chose, je pense que la question sous-jacente, c'est pas tant de substituer la Silicon Valley par un autre endroit. Je pense que le vrai changement dans le modèle mental de l'entrepreneur, c'est qu'aujourd'hui, il doit regarder le monde et se rappeler qu'il est au service de son projet. Et donc, il doit se poser la question de là où, quel est le bon endroit pour développer son projet. Ça peut être la Chine, ça peut être les États-Unis. De manière intéressante, le modèle mental de l'entrepreneur chinois est très proche du modèle mental de l'entrepreneur américain. Ils ont tous les deux ces trois qualités, c'est-à-dire ils avancent vite, ils n'ont peur de rien, ils pensent grand. Qui sont des vraies qualités qu'on essaie d'inculquer à nos entrepreneurs et à nos étudiants européens. Donc parfois, ce sera quand même de retourner à Stanford, à Berkeley ou MIT, parce que c'est là où ils vont pouvoir puiser l'inspiration et mettre en mouvement leurs projets. Parfois, ce sera la Chine, Singapour. On travaille aussi avec Israël sur des thématiques spatiales, parce que c'est de notre point de vue le bon endroit sur certains sujets. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Pensez vite? Pensez vite. Non, avancez vite, pensez grand et n'avoir peur de rien, qui sont les trois dimensions de base du référentiel de l'entrepreneur aux États-Unis. Ça pourrait être la devise de la Tomcat Factory. On va proposer ça. Merci à toutes les deux, merci à tous les trois. Et puis rendez-vous dans une nouvelle table ronde de Future of Work.